Bonjour mes chers élèves, nous allons commencer une nouvelle leçon concernant l'application de la propagation rectiligne de la lumière. Comme vous le voyez, pour le télémètre par exemple, c'est un appareil qui fonctionne selon la propagation rectiligne de la lumière et la même chose pour la chambre noire et pour la physique. Nous allons commencer par grand 1, la chambre noire. Nous allons faire la définition de la chambre noire. La chambre noire, c'est une boîte composée d'un diaphragme ayant un trou au centre appelé sténopée. Un papier calque de côté opposé joue le rôle de l'écran, comme vous le voyez sur ce schéma ou bien sur cette photo. Donc, nous allons ici un sténopée et ici l'écran. Et alors, nous allons faire l'expérience et des observations. Voilà, on place un objet AB éclairé devant le diaphragme et on observe sur l'écran une image A'B' renversée par rapport à cet objet. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, l'image de la bougie, elle est renversée par rapport à la bougie réelle. Donc, comment peut-on expliquer l'image A'B' renversée de l'objet AB? Pour l'explication, nous avons ici un rayon qui part du point A traversant le sténopée et tombe sur l'écran pour former l'image A' du point A. Et on prend le point B de la bougie, ou bien de la flamme de la bougie, lui aussi, elle traverse le sténopée et tombe sur l'écran pour former le point B'. Donc ainsi, on obtient A'B', l'image de AB mais renversée. Voilà, d'après le principe de propagation rectiligne de la lumière, un rayon lumineux part du point A traversant le sténopée arrivant sur l'écran en créant l'image A'. De même, pour un rayon lumineux part du point B traversant le sténopée et arrivant sur l'écran en créant l'image B'. Et donc la chambre noire donne une image A'B' renversée de l'image. Nous allons passer à l'image obtenue dépend de trois choses. La distance entre l'objet et le diaphragme, la distance entre le diaphragme et l'écran, c'est-à-dire la profondeur de la chambre noire, et le diamètre de sténopée. On va faire la conclusion. Donc la chambre noire est un appareil optique qui donne une image renversée d'un corps ou bien d'un objet, d'un corps appelé objet. Donc, la distance entre l'objet et le diaphragme, la distance entre le diaphragme et l'écran et le diamètre de sténopée sont des facteurs qui agissent sur l'éclairage, la taille et la netteté de l'image. Donc on va passer au deuxième paragraphe concernant le diamètre apparent. Donc, nous allons faire une définition du diamètre apparent. Pour cela, nous allons faire une expérience. On pose une règle et une distance à une distance de l'œil pour couvrir la hauteur totale du tableau. Comme vous le voyez sur cette image, donc nous avons ici, nous avons le tableau, ici nous avons la règle et l'œil. Donc l'œil, à travers un angle, il voit les dimensions, ou bien la dimension qui est la hauteur du tableau. Et la même chose, la dimension de la règle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un diamètre apparent? Le diamètre apparent, ce n'est qu'un angle, c'est-à-dire l'angle à partir duquel on voit, ou bien l'œil voit les dimensions principales de l'objet, c'est-à-dire les dimensions principales du tableau et les dimensions principales de la règle. Nous allons passer au calcul de diamètre apparent. Comment calculer le diamètre apparent et quelle est la relation de diamètre apparent avec les autres dimensions? Voilà.
nous allons poser la dimension, la dimension du tableau, ou bien la hauteur du tableau, c'est grand H. La hauteur de la règle, c'est petit h. La distance entre l'œil et le tableau, c'est D, c'est grand D. Et la distance entre l'œil et la règle, c'est petit d. Donc, on calcule le diamètre apparent par la relation suivante. Diamètre apparent est égal à la hauteur du corps sur la distance entre le corps et l'œil. Par exemple, le tableau, c'est-à-dire le diamètre apparent qu'on a appelé déjà alpha. Alpha, c'est l'angle, donc l'angle à partir duquel on voit la dimension ou bien la hauteur du tableau est égal à la hauteur du tableau sur la distance entre le tableau et l'œil, c'est-à-dire H grand H sur grand D. Et voilà, c'est-à-dire H grand H sur grand D. Et pour le diamètre apparent de la règle est égal à petit h sur petit d, c'est-à-dire la hauteur de la règle sur la distance entre la règle et l'œil. Et ces deux rapports sont égaux. Donc grand H sur grand D est égal à petit h sur petit d, c'est-à-dire le diamètre apparent. Importance du diamètre apparent. Définition de la hauteur du tableau. On va définir la hauteur du tableau. C'est ce qu'on a vu, c'est on utilise la définition du diamètre apparent. Nous avons la distance entre l'œil et la règle d, petit d est égal à 50 cm. Nous avons la distance entre l'œil et le tableau, c'est grand d est égal à 3 mètres. Et la hauteur de la règle, petit h est égal à 10 cm. On cherche maintenant grand H, c'est-à-dire la hauteur du tableau. Vous voyez, on peut définir la hauteur du tableau à partir de la définition de diamètre apparent, c'est-à-dire grand H sur grand D est égal à petit h sur petit d, qui va donner grand H est égal à petit h multiplié par grand D sur petit d. On va faire une application numérique. On va trouver la hauteur du tableau est égale à 60 cm. On va faire un autre exemple, la hauteur d'un arbre. Nous avons un arbre, nous avons un crayon et l'œil. C'est-à-dire, nous avons la distance ou bien la hauteur de l'arbre qui est grand H, la hauteur du crayon qui est petit h, et la distance entre l'œil et le crayon qui est petit d, et la distance entre l'œil et l'arbre qui est grand D. Nous allons faire la même chose, une application numérique, comme vous le voyez. Donc, on va faire une application numérique, on va trouver la hauteur de l'arbre H est égale à 6 mètres. Voilà. On va passer aux ombres. Troisièmement, les ombres. On va s'intéresser aux ombres obtenues par une source lumineuse ponctuelle. On va faire une expérience. On éclaire une boule ou bien un petit ballon par une source lumineuse ponctuelle. Vous voyez sur l'image, vous voyez, nous avons une source ponctuelle, une boule et un écran. Donc, nous avons obtenu ce schéma lorsqu'on éclaire une boule par une source ponctuelle. Voilà. Donc, au niveau de la boule, nous avons deux zones. La première zone, c'est la zone éclairée. La deuxième zone, c'est la zone sombre qu'on appelle ombre propre. Et entre l'écran et la boule, nous avons une autre zone qui est sombre qu'on appelle coin d'ombre. Et sur l'écran, nous avons deux zones. La première zone, elle est éclairée, et la deuxième zone
qui est sombre, qu'on appelle ombre portée. Voilà. Nous allons passer à la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un ombre propre? L'ombre propre, ce n'est que la zone non éclairée du ballon, ou bien du corps. L'ombre portée, c'est la zone non éclairée sur l'écran. Le cône d'ombre, c'est la zone non éclairée entre l'ombre propre et l'ombre portée. Nous allons passer au deuxième cas, les ombres obtenues par une source lumineuse étendue. Nous avons ici une source lumineuse étendue et nous avons l'écran et la boule. On éclaire cette boule par une source lumineuse étendue et on obtient sur l'écran trois zones. La première zone ici, la deuxième zone ici, la troisième zone ici et là. Donc, on observe sur l'écran cette figure. Donc, nous avons ici trois zones. La première zone, c'est l'ombre portée. La deuxième zone, c'est la zone éclairée. Et la troisième zone, c'est la zone de pénombre. C'est la zone dite de pénombre. Voilà. Donc, observation. On obtient l'ombre propre du corps, le cône d'ombre, et on observe sur l'écran une zone de l'ombre portée non limitée, entourée d'une zone de pénombre, une zone non éclairée et non sombre. Voilà, conclusion. Donc, le principe de propagation de la lumière permet d'expliquer les ombres et les pénombres. Application. Nous allons faire cette application. À vous de jouer les élèves. Donnez les noms des zones numérotées sur l'écran. Voilà, j'attends un instant. Pour la zone 1, c'est quoi? Donc c'est l'ombre portée. La zone 2, c'est quoi? Oui, c'est le pénombre. La zone 3, c'est quoi? C'est la zone éclairée. Bien. C'est aux éclipses. C'est-à-dire en 4, éclipse. Éclipse du soleil. On va commencer par l'éclipse du soleil. L'éclipse du soleil se produit quand le soleil, la lune et la terre sont alignés et la lune se trouve entre eux. Un observateur placé à l'ombre portée de la lune sur la terre assiste à une éclipse totale, mais un observateur placé à la pénombre de la lune sur la terre assiste à une éclipse partielle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule de cours qui a pour objectif de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est une éclipse et quand est-ce qu'elle se produise. On distingue deux types d'éclipses. On va d'abord parler des éclipses lunaires, c'est-à-dire des éclipses lorsque la lune disparaît. Observons ce schéma pour mieux comprendre. Comme tout objet placé devant une source de lumière, la Terre crée derrière elle une zone d'ombre et de pénombre dans l'espace. Pour qu'une éclipse de lune puisse se produire, le Soleil, la Terre et la Lune doivent être alignés, comme dans cet exemple. Dans ce cas, lorsque la Lune pénètre en entier dans le cône d'ombre de la Terre, il s'agit d'une éclipse totale. Et si seule une partie de la Lune y pénètre, alors il s'agit d'une éclipse partielle. Voici ce que l'on peut observer lors d'une éclipse de Lune. Cette belle couleur rouge est due en fait à l'atmosphère de la Terre, qui dans ces conditions absorbe la plus grande partie des rayons du Soleil, et en particulier les couleurs bleues. Seules les couleurs proches du rouge réussissent à passer à travers la barrière de notre atmosphère et sont diffusées dans l'espace jusqu'à la Lune qui peut alors nous les refléter. Parlons maintenant des éclipses solaires. C'est le cas où le Soleil disparaît. Alors comment est-ce que le Soleil peut-il disparaître? Prenons ce schéma pour essayer de mieux comprendre. Lorsqu'on regarde le Soleil et la Lune dans le ciel, on peut remarquer rapidement une étrange mais merveilleuse coïncidence
Ils ont tous les deux sensiblement la même taille. Pourtant, le diamètre de la Lune est 400 fois plus petit que celui du Soleil. D'ailleurs, on se rend compte de cette différence sur ce schéma, même s'il n'est pas à l'échelle. Ces deux astres présentent sensiblement le même diamètre puisqu'en réalité, le Soleil est 400 fois plus loin de la Terre que la Lune. Voici ce que l'on peut observer lors d'une éclipse solaire. Si la Lune se positionne directement entre le Soleil et la Terre, nous cachant alors du Soleil, il se produira une zone d'ombre et de pénombre sur la Terre. C'est ce qu'on peut observer ici et ici, nous cachant ainsi du Soleil. C'est ce qu'on appelle l'éclipse solaire. Elle sera partielle ou totale selon où nous nous trouvons sur Terre. Et c'est elle qui peut, en plein jour, durant quelques minutes seulement, plonger une partie de la Terre dans le noir. Pour terminer, je vous rappelle que pour observer toutes sortes d'éclipses, il est indispensable de porter des lunettes spéciales. J'espère que ces deux phénomènes sont maintenant un petit peu plus clairs pour vous, et je vous dis à bientôt. Alors, nous allons faire un schéma de l'éclipse du Soleil. Voilà, comme vous le voyez. Donc, le Soleil, ici le Soleil, ici la Lune et la Terre. Donc, vous voyez, sur la Terre, il y a l'ombre portée de la Lune. C'est l'éclipse totale du Soleil. Et sur l'autre zone, c'est le pénombre, la zone de pénombre, c'est-à-dire si un observateur se trouve dans la zone de pénombre, donc il se trouve dans l'éclipse partielle. Alors, on va passer aux éclipses de la Lune. L'éclipse lunaire se trouve quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés, et la Terre se trouve entre eux, et la Lune est en phase de pleine lune. Voilà. La Lune se trouve dans le camp d'ombre de la Terre. Vous voyez ça? Donc, nous avons derrière le Soleil se forme une zone d'ombre portée et une autre zone d'ombre de pénombre. La Lune traverse ces ombres lorsque la Lune, une partie de la Lune, se trouve dans le pénombre. Donc on parle de l'éclipse lunaire partielle. Mais lorsque la Lune se trouve dans la zone de l'ombre portée de la Terre, alors on parle de l'éclipse lunaire totale. Alors, on va passer au paragraphe phase de la Lune. Comme vous le savez, la Lune est la seule satellite qui tourne autour de la Terre à une distance de 384 000 km. Son diamètre est de 3500 km. Tourne autour de la Terre, effectue un cycle complet dans 29 jours et 12 heures et s'appelle la période lunaire ou bien la lunaison. On va passer voir dans cette zone, nous allons voir le temps en jour. Dans cette zone, nous allons voir comment apparaît la Lune à partir de la Terre. Ici, c'est la Terre, ici, c'est la Lune et les rayons solaires. Donc, sur la Lune, nous avons ici cette partie, c'est la zone éclairée de la Lune. Et cette partie, c'est la zone non éclairée ou bien la zone sombre de la Lune, c'est-à-dire l'ombre propre de la Lune. Ici, c'est l'ombre propre de la Terre. Ici, c'est la partie éclairée sur la Terre. Donc, nous allons passer, voir. Donc, comme vous le voyez, dans le premier jour, il y a le premier croissant. Donc, la Lune
apparaît comme premier croissant, deuxième croissant, troisième croissant, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le premier quartier dans 7 jours. Dans 7 jours, nous allons aborder le premier quartier dans cette zone. Et comme vous le voyez pour l'observateur sur la Terre, elle voit entre ces deux points, le point rouge et le point vert. Voilà. Donc 8 jours, nous sommes à la gibbeuse. Donc, la ligne se forme de gibbeuse. Jusqu'à 14 jours, nous allons aborder la pleine lune. Vous voyez la pleine lune, c'est la pleine lune. Et de l'autre partie, il se raccourcit, la gibbeuse se raccourcit, voilà, donc jusqu'à 22 jours, ici, c'est le dernier quartier. Voilà, c'est le dernier quartier et elle passe à l'état d'un décroissant. C'est le croissant, voilà, jusqu'à arriver à 29 jours et demi où il n'y a pas de lune, nulle lune. Voilà, c'est une nulle lune. Donc, les étapes de la lune. La première étape, c'est la nouvelle lune. La deuxième, c'est le premier croissant. Le premier quartier. Voilà, la gibbeuse. Et le plein lune. Bien, la pleine lune, la gibbeuse. Et le dernier quartier. Et enfin, le dernier croissant. Donc, au cours de la nouvelle lune, l'observateur sur Terre ne voit pas de toute la lune. Voilà. Pour le premier quartier, l'observateur voit la moitié droite de la lune. Pour la pleine lune, l'observateur voit la lune en forme de disque complet, ou bien de disque complet éclairé. Voilà. Donc, le dernier quartier, l'observateur voit la moitié gauche de la lune. Alors, merci pour votre attention.